Bon, ben bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Dans cette vidéo-ci, ça va être la deuxième partie de la section S03 qui s'appelle S03B. Voilà. Donc, c'est ça. Fait que ce qu'on a vu juste à la fin là, de la section S03A, c'était en fait le modèle de Ptolémée, le modèle qui s'appelle le modèle géocentrique, avec la planète Terre qui est placée au centre là, du système. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le modèle de Copernic, là, qui lui s'appelle le modèle héliocentrique. Donc évidemment, la différence majeure, c'est que cette fois-ci, c'est le Soleil qui est au centre du système solaire. Okay. Ça a pris beaucoup de temps dans l'histoire là, avant que on passe de cette croyance-là à cette croyance-là. Okay. C'est sûr que nous, aujourd'hui, on a toujours appris les choses comme ça. Puis pour nous, c'est juste normal. On est habitué que ça, c'est ce qui est considéré comme vrai. Là. Le Soleil est au centre, puis les planètes sont en orbite autour du Soleil. On sait que ça fonctionne comme ça aussi dans les autres systèmes solaires qu'on commence à observer, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que ça n'a pas été toujours si évident que c'était ça qui était la réalité, et non ça. Okay. Pour différentes raisons, autant pour des raisons religieuses que pour des raisons physiques, puis des fois c'est comme un manque d'instruments possibles pour prendre des bonnes mesures, des choses comme ça, et juste ça, des trucs de croyance. Okay. Puis c'est ça, c'est un petit peu ça qu'on va voir dans cette vidéo aussi, comment ça a pris du temps, mais comment on a passé de cette croyance-là à cette croyance-là. Donc un peu la transition qui s'est effectuée là, entre le modèle géocentrique puis le modèle héliocentrique. Okay. Mais d'abord, il faut dire que parce que oui, c'est sûr que comme on l'a vu là, à la section S03A, aujourd'hui avec un ordinateur, c'est facile, quand on trace l'orbite des planètes comme ça avec le Soleil au centre, c'est sûr que c'est beaucoup plus simple. Okay. Et ça semble plus simple, plus élégant, puis on se dit ben c'est probablement ça qui se produit, et non les espèces de mouvements compliqués là dans le modèle de Ptolémée. Mais une des grandes comment je peux dire, un des grands obstacles là, qui a fait en sorte que les gens, ça leur a pris bien du temps à accepter que ça c'était vrai, c'est parce que les gens ils se disaient dans le modèle de Ptolémée, ça va bien, la Terre est au centre puis elle est immobile. Alors que dans le système de Copernic, la Terre est en mouvement. Puis quelque chose qui dérangeait beaucoup les gens, c'est parce que les gens ils se disaient oui, mais si c'est le modèle de Copernic qui est vrai, ça veut dire que la Terre est en orbite autour du Soleil, donc elle bouge, elle se déplace à grande vitesse. Puis pourtant, les gens disaient en ce moment là, on se sent pas bouger, on est vraiment immobile. Il me semble que si on était vraiment en orbite autour du Soleil, ben on se sentirait bouger. Okay? Ben on comprend pourquoi les gens pensaient ça, mais il y avait tort, parce que en fait, ce qui arrive, c'est que nous, ce qu'on ressent physiquement avec notre corps, c'est pas la vitesse vraiment à laquelle on se déplace, c'est l'accélération. On ressent l'accélération, fait qu'on ressent les changements de vitesse, mais même si vous vous déplacez là à une vitesse très 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 grande, si vous êtes à vitesse constante, votre corps il va pas le ressentir, on va pas le savoir nécessairement. Puis ça a pris bien des années avant que les gens comprennent ça tranquillement. Puis vers 1450, il y a un penseur là, qui s'appelait Nicolas de Cusa qui a pensé à quelque chose, puis il a dit imaginez qu'on a un bateau qui est sur la mer, qui se déplace là, sur la mer, qui va en ligne droite à vitesse constante. Puis s'il est sur une belle mer calme, si c'est pas dans une tempête, s'il n'y a pas de vent violent ou de vagues, tout ça, ben on pourrait avoir des passagers qui sont dans la cale du bateau. Donc, ils peuvent pas voir à l'extérieur du bateau, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de hublot. Puis ces passagers-là, ben, si le bateau il va juste en ligne droite à vitesse constante, les passagers ils sentiraient rien. Fait que même à la limite, là, ils pourraient ne pas savoir si le bateau est arrêté ou si le bateau est en train de se déplacer à vitesse constante. Fait que c'est un petit peu ça l'idée, c'est ça un peu qui a été le point de départ pour que les gens puissent faire un petit peu de chemin dans leur tête avec les idées, puis dire que, ouais, dans le fond, il a raison, ça se pourrait que la Terre soit en orbite autour du Soleil, à une vitesse qui est très très grande, mais constante, et on le sentira peut-être pas.
Et effectivement, c'est exactement ce qui se produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît là, toutes les dimensions dans le système solaire. On connaît par exemple le rayon de l'orbite de la Terre autour du Soleil. Ça, c'est 1 unité astronomique, mais on sait que c'est quoi. On le verra dans les prochains cours. C'est 1,49 fois 10 à la 11 mètres. On sait que la Terre fait le tour du Soleil en 1 an. Donc, on a le rayon de l'orbite, on a la période. Donc, ça nous permet de calculer le module de la vitesse de la Terre. On sait qu'elle doit faire un tour complet de ce cercle-là en 1 an. On peut donc calculer la vitesse à laquelle elle doit tourner. Puis quand on calcule, c'est une vitesse d'environ 30 km par seconde. Okay, donc 30 000 mètres par seconde. Donc c'est extrêmement rapide. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, on se déplace de 30 km pour rester en orbite autour du Soleil. Fait que c'est très 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 rapide, mais c'est une vitesse qui est essentiellement constante. Fait que c'est pour ça qu'on ne la ressent pas. Fait qu'en ce moment, là, vous êtes en train d'écouter la vidéo, je sais pas, assis confortablement chez vous, quelque chose comme ça, puis vous ne ressentez pas que vous êtes en train de vous déplacer à 30 km par seconde. Pourquoi? Parce qu'on se déplace à vitesse constante. Okay? Si la vitesse de la planète Terre était constamment en train de changer, puis que là, la planète Terre est en train de, mettons, accélérer, ralentir, changer de direction, monter, descendre, là oui, on sentirait quelque chose. Mais si on est juste en train de se déplacer à vitesse constante, toujours avec le même pattern, ben on le sent pas. Okay? Donc, ça a été une des choses là, qui a fait en sorte que les gens étaient pas trop... ils pensaient que le modèle de Copernic, ça se pouvait pas. Mais là, bon, en acceptant que c'était possible qu'on soit en mouvement sans le ressentir, ben là, bon, les gens tranquillement disent « Ah, peut-être que Copernic a raison, finalement. » Okay. Tout à l'heure, je vous ai mentionné que, ben, en tout cas, dans la section S03A, je vous ai mentionné que quand les gens établissaient une théorie scientifique, il faut bien sûr essayer de expliquer les phénomènes observationnel. Il faut essayer que ça fonctionne avec les expériences qu'on fait puis ce qu'on observe. Okay. Puis, entre autres, là, on se rappelle que les deux grands mystères là, que les Mésopotamiens avaient observés, c'était les rétrogrades et la préférence zodiacale. Ptolémée, quand il a fait son modèle, lui, il a essayé d'expliquer pourquoi il y avait une rétrograde, pourquoi il y avait une préférence zodiacale. Fait que c'est sûr que Copernic, quand il a fait son modèle, ben lui aussi, il a essayé d'expliquer pourquoi il y avait là ces phénomènes-là étranges, pourquoi il y avait des rétrogrades, pourquoi il y avait de la préférence zodiacale. C'est sûr que ce ne sera pas les mêmes explications qu'il propose que celles de Ptolémée, parce que son modèle est différent. Okay? Mais encore une fois, vous allez voir que il va réussir à très bien expliquer les rétrogrades. Par contre, pour ce qui est de la préférence zodiacale, ce ne sera pas très très satisfaisant l'explication qu'il va fournir. Okay. Mais commençons par les rétrogrades tout d'abord. Donc les rétrogrades, ça c'est vraiment cool, ça fait que dans le modèle de Copernic, on n'a même pas besoin de chercher une explication compliquée. Là. Juste son modèle explique directement les rétrogrades, sans avoir besoin de faire intervenir quelque chose de spécial. Là. Parce que ce qui se produit, c'est que là, c'est plus la Terre qui est au centre, c'est le Soleil. Le Soleil est au centre, la Terre est en orbite autour du Soleil, et par exemple, Mars aussi est en orbite autour du Soleil. Mais ce qui se passe, c'est que les planètes qui sont plus proches du Soleil vont faire un tour plus rapidement. Okay. Donc, ce qui va arriver, c'est que la Terre va donc tourner sur ce cercle-là plus vite que Mars. En tout cas, ça va prendre moins de temps à faire un tour complet. Donc, ce qui va arriver, c'est que la Terre va, d'une certaine façon, rattraper Mars sur son orbite et même la dépasser. Okay? Et ça crée une espèce de... pas une illusion d'optique, mais ça crée un effet que si nous on est sur la planète Terre, puis qu'on regarde constamment Mars dans le ciel, qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va voir Mars qui va se déplacer comme ça dans les 12 constellations du zodiaque. On se rappelle, ça s'appelle l'écliptique. Et on va toujours voir Mars là, traverser toujours les mêmes 12 constellations, qui sont les 12 constellations du zodiaque, parce que l'orbite de la Terre autour du Soleil et l'orbite de Mars autour du Soleil font partie toutes du même plan. C'est pour ça que c'est tout le temps, c'est vraiment juste un cercle, deux cercles concentriques. Donc on va voir vraiment tout le temps les mêmes 12 constellations. Okay. Puis ici, regardez le schéma, vous allez très bien le comprendre. Si la Terre regarde tout le temps Mars dans le ciel, oui, on va voir Mars globalement là, traverser les 12 constellations à peu près à vitesse constante, mais ici, quand la Terre va rattraper puis même dépasser Mars, vous voyez ce que ça fait.
on a l'impression que Mars va comme ralentir, arrêter dans sa trajectoire, même un petit peu revenir là, à reculons pendant un certain temps pour ensuite reprendre sa trajectoire normale. Et ça va se produire à chaque fois que la Terre va rattraper et dépasser Mars sur son orbite. Donc vous voyez, il y en a une qui s'en vient. Là. La Terre rattrape Mars, tranquillement, elle va même la dépasser. Fait qu'on voit ici Mars, là, whoop, elle arrête, elle revient un petit peu, puis là, whoop, elle reprend sa trajectoire normale. Okay. Fait que ça, c'est super beau dans le modèle de Copernic. Là. Les rétrogrades s'expliquent tout naturellement. Pas besoin de faire intervenir de faire intervenir des épicycles et des déférents, rien de tout ça. On fait vraiment juste dire le Soleil est au centre, les planètes sont en orbite chacune, avec un rayon différent autour du Soleil. Celles qui sont plus proches du Soleil vont plus vite. Donc, juste de même, là, naturellement, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des rétrogrades. Donc, fait que c'est ça. Les rétrogrades sont très bien expliqués dans le modèle de Copernic, mais malheureusement, la préférence zodiacale, elle l'est pas tout à fait. Okay. On se rappelle, le Ptolémée, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait dit « Ah ouais, peut-être que la Terre est pas vraiment au centre là, du système, peut-être comme un petit peu décentrée, puis les planètes tournent autour de la Terre, mais de manière un peu décentrée. » Ben, Copernic a fait essentiellement la même chose pour le Soleil. Il a dit peut-être que le Soleil est pas vraiment au centre du système, peut-être qu'il est un petit peu décentré, puis toutes les planètes sont un petit peu comme décalé dans une certaine direction. Tout ça, je rappelle, c'est pour essayer d'expliquer la préférence zodiacale. La préférence zodiacale, ça disait que ben, c'est ce qu'on observait. Okay? C'est qu'on observait que les planètes passaient plus de temps dans certaines constellations et moins de temps dans certaines constellations. Donc, en décentrant un peu le Soleil comme ça, ben ça faisait en sorte que ça pouvait reproduire un petit peu cet effet-là. Mais, encore une fois, c'était pas tellement satisfaisant dans son explication. Il avait quand même fait intervenir des épicycles, puis que la planète, les astéroïdes étaient tout le temps comme du même côté de leur épicycle. C'était vraiment weird là, ce qu'il avait proposé, puis c'était pas c'est ça, c'était pas convaincant. C'est la raison pour laquelle ni Ptolémée et ni Copernic ont réussi à expliquer correctement la préférence zodiacale. C'est parce qu'à cette époque-là, il était un petit peu pris dans l'idée que les orbites, là, ça devait être des cercles parfaits, ou en tout cas des combinaisons de cercles parfaits, alors que dans la vraie vie, on le sait aujourd'hui, l'orbite des planètes autour du Soleil, c'est pas des cercles parfaits, ce sont des ellipses, okay, ou des ovales, si vous préférez, et c'est ça la vraie raison. On en reparlera plus dans la section S04, là. Mais en tout cas, ça pour dire que même si l'idée de Copernic était comme meilleure que celle de Ptolémée, l'idée que c'est le Soleil qui était au centre, c'est sûr que c'est beaucoup plus vrai, c'est beaucoup plus proche de la réalité. Fait que Copernic avait plus raison que Ptolémée. Mais, comme il est encore resté avec des cercles parfaits, ce que ça a fait, malheureusement, comme dans l'histoire de l'astronomie, c'est que les deux modèles, celui de Copernic et celui de Ptolémée, ben, les deux étaient différents. Okay, c'était pas du tout la même chose. Il y en a un qui disait que la Terre était au centre, l'autre disait que le Soleil était au centre. C'est ça, fait que les deux modèles étaient très différents. Mais, malheureusement, ce qui arrivait, c'est que les deux étaient tout aussi précis. Il n'y en a pas un qui était précis que l'autre. Les deux avaient exactement la même précision, qui était le plus ou moins 5 degrés, dont j'avais discuté dans la vidéo S03A. C'est qu'on pouvait prendre le modèle, faire une prédiction. On pouvait dire, là, on va calculer d'avance à quelle position va se trouver un certain astre errant dans un certain temps. Par exemple, on calcule la position que, je sais pas, Vénus va avoir dans 10 ans. Puis là, dans 10 ans, on regarde où elle se trouve Vénus, puis elle allait se trouver à la position qu'on avait calculée, avec une précision de plus ou moins 5 degrés. Okay. Puis les deux modèles avaient exactement la même précision au niveau des prédictions. Fait que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on avait deux modèles qui ont coexisté pendant bien des années, pendant bien longtemps, et les deux étaient tout aussi précis. Fait que les gens n'arrivaient pas à se décider puis à dire mais non, c'est lui qui est le bon, non, c'est lui qui est lui est bon, lui est mauvais, lui est plus précis. Si le modèle de Copernic avait été beaucoup plus précis que le modèle de Ptolémée. Par exemple, si le modèle de Ptolémée avait été précis à plus ou moins 5 degrés, puis que le modèle de Copernic avait été précis à plus ou moins 1 degré, ben là, les gens se seraient dit, OK, oh, attends, ils auraient dit, on a deux modèles, on a deux théories différentes. Par contre, on en a une qui est clairement plus précise que l'autre, qui correspond beaucoup plus aux observations qu'on fait. Donc, OK, c'est sûrement ce modèle-là qui est le meilleur. Okay. Dans la vraie vie, c'est tout le temps comme ça qu'on fonctionne. Des fois, on a différentes théories, différents modèles, puis on regarde, tu sais, c'est quoi la théorie qui correspond le mieux à ce qu'on observe. Puis, s'il
s'il y a une théorie qui est clairement plus précise que les autres, on va dire, ben, c'est ça la vraie théorie, puis les autres étaient imprécises. Okay? Mais ici, ce qui est arrivé, comme je disais, malheureusement, c'est que les deux théories avaient exactement la même précision. Il n'y avait pas une qui était plus précise que l'autre. Donc, en l'absence d'une théorie qui était plus précise que l'autre, les gens, ça a juste marché par croyance, par conviction. Il y a des gens qui étaient juste comme ça, convaincus que c'est la théorie de Copernic qui était bonne, puis il y a d'autres personnes qui étaient convaincues que c'est la théorie de Ptolémée qui était bonne, mais il n'y avait pas vraiment d'argument pour dire, ben oui, non, c'est cette théorie-là qui est la meilleure, parce que, regardez, elle est plus précise. Il n'y en avait pas de plus précise. Okay? Fait que c'était vraiment juste, bon, les deux théories étaient un peu sur le même pied d'égalité, donc on ne savait pas laquelle était vraie, laquelle était pas vraie. Okay? Fait que ça a resté comme ça pendant plusieurs années. Puis après ça, il y a historiquement là, un monsieur qui s'appelle Galilée, que vous connaissez peut-être, là, qui, lui, dans le fond, ce qu'il a fait, c'est que il a juste... Ben, premièrement, c'est un des premiers qui a utilisé, ben, à cette époque-là, ça s'appelait pas des télescopes, ça s'appelait des lunettes astronomiques, là. Mais en tout cas, il a utilisé des instruments d'optique. Okay, ça commençait tranquillement, là, des instruments comme ça avec des lentilles pour grossir les objets. C'était utilisé dans d'autres domaines pour justement grossir des trucs, mais Galilée, ça a été le premier qui a vraiment utilisé ce genre d'appareil, d'instruments-là pour observer le ciel, pour observer les astres errants, les planètes, ces choses-là. Okay. Puis c'est ça, il a fait différentes observations. Vous allez voir, il a observé plusieurs choses. Il a observé les planètes, il a observé la Lune, il a observé le Soleil. Fait qu'il a fait plusieurs observations. Et si on regarde chacune des observations qu'il a faites, prises un peu de manière indépendante, de manière séparée, chaque observation qu'il a faite, comme telle, ça prouve rien. Ça prouve pas que le modèle de Copernic est bon puis que le modèle de Ptolémée il est pas bon. Mais si on met toutes ces observations ensemble, puis qu'on les regarde comme d'un seul coup, là, ça a vraiment l'air de pointer pour dire que c'est le modèle de Copernic qui est bon, puis que le modèle de Ptolémée, il est pas bon. Okay. Donc, on va regarder ensemble quelques observations qu'il a faites. Une des premières observations qu'il a faites, c'est qu'il a regardé Jupiter avec son télescope, sa lunette astronomique, et il a constaté que il y avait des satellites naturels qui tournaient autour de Jupiter. Il y avait des lunes qui tournaient autour de Jupiter. Okay. Donc, déjà, ça a été une découverte en soi. Okay. Mais ce que ça a fait, c'est que c'est la toute première planète pour laquelle on découvrait des lunes là, qui étaient en orbite autour d'elle. Donc, jusqu'à présent, avant cette découverte-là là, de Galilée, la seule planète qu'on savait qu'il y avait une lune, c'était la planète Terre. On savait que la lune était en orbite autour de la Terre. Okay? Mais on n'avait jamais observé de lune en orbite autour de d'autres planètes. Ce qui faisait en sorte que la Terre était un petit peu spéciale par rapport aux autres planètes, d'où le fait qu'elle était peut-être au centre parce qu'elle était différente des autres et ainsi de suite. Elle avait une place privilégiée là, dans le système. Okay. Mais là, en découvrant que des lunes pouvaient tourner autour de Jupiter, ben là, ça venait faire en sorte que la Terre, ce n'était plus une planète qui était particulière ou spéciale par rapport aux autres. Okay. Puis une des choses aussi que ça l'a apporté dans le raisonnement, c'est que une des raisons qui faisait en sorte que les gens pensaient que Ptolémée c'était correct puis que Copernic ça fonctionnait pas, c'est que les gens se disaient si c'est vraiment le Soleil qui est au centre, puis que la Terre tourne autour du Soleil, mais que la Lune, elle continue de tourner autour de la Terre, ben ça, les gens pensaient que c'était impossible. Ils pensaient que ça se pouvait pas que la Lune soit capable de continuer à tourner autour de la Terre, pendant que la Terre elle-même était déjà en train de tourner autour de quelque chose d'autre. Ils pensaient que qu'un objet pouvait comme pas tourner autour d'un objet pendant que lui-même est en train de tourner autour de quelque chose d'autre. Okay, les gens étaient très très sceptiques par rapport à ça. Ici, ça les dérangeait pas parce qu'ils disaient, dans le modèle de Ptolémée, la Terre est immobile au centre, la Lune tourne autour, donc ça c'est correct. Okay. Mais de dire que la Terre tourne autour du Soleil, puis pendant que la Terre tourne, la Lune réussit quand même malgré tout à continuer à tourner autour de la Terre, ça les gens trouvaient ça, ils savaient pas si c'était possible. Okay. Mais là, en observant ici, qu'il y a des lunes qui tournent autour de Jupiter, mais là on se rendait compte que c'était possible. Parce que même dans le modèle de Ptolémée, la planète Jupiter, elle tournait autour de la Terre, fait qu'elle se déplaçait, elle tournait là, dans l'espace. Puis on le voyait, on constatait que malgré le fait que Jupiter se déplaçait, ben il y avait des lunes qui étaient capables, là, tout à fait capables de continuer à tourner autour de Jupiter, malgré le fait que Jupiter était en déplacement.
Okay? Donc là, en constatant ça, là, il y a des gens qui ont commencé à penser puis à se dire, ouais, ben là, si ça se peut que les lunes arrivent à tourner autour de Jupiter pendant que Jupiter tourne, ben coudonc, peut-être que ça se peut. Okay, apparemment, c'est possible. Fait que peut-être que la Lune est capable de tourner en orbite autour de la Terre pendant que la Terre elle-même est en train de tourner autour du Soleil, puis coudonc, ça se peut, on a la preuve, on le voit. On voit que ça fonctionne comme ça dans le système solaire. Donc, tu sais, juste cette observation-là, ça vient pas prouver quoi que ce soit. Ça vient pas prouver là, que le modèle de Ptolémée il est pas bon puis que le modèle de Copernic il est bon, mais ça vient quand même juste démontrer que le modèle de Copernic, tu sais, il est possible. Puis ça pourrait fonctionner, ça mettrait pas, il n'y aurait pas de contradiction, ça marcherait. Ok, ça fonctionnerait bien. Une autre observation que Galilée a faite, puis qui cette fois-ci a vraiment comme, tu sais, c'est vraiment venu montrer que le modèle de Ptolémée était pas bon. Ça venait pas comme prouver tout de suite que le modèle de Copernic était bon, mais en tout cas, vous allez voir, ça venait montrer que le modèle de Ptolémée était pas tout à fait bon parce qu'il faisait pas les bonnes prédictions. Okay? Et de quoi je parle ici? Je parle des phases de Vénus. Okay? Donc, vous savez que, par exemple, il y a les phases de la Lune, hein, la pleine Lune, demi-Lune, tout ça. Puis les phases de la Lune, c'est pourquoi on voit ces différentes phases-là. En fait, la Lune, tout comme Vénus, en fait, à part le Soleil, il n'y a rien dans le système solaire qui émet de la lumière. C'est vraiment juste le Soleil là, qui en émet. Fait que quand on voit les phases de la Lune, c'est vraiment la lumière du Soleil qui est allée frapper sur la Lune. La lumière s'est réfléchie. Et là, ça arrive jusque dans nos yeux. Puis dépendamment comment la planète est placée, dépendamment comment la Lune est placée par rapport au Soleil, tout ça, on va voir juste certaines parties de la Lune qui vont être éclairées. Mais pour Vénus, c'est le même principe. Vénus, c'est pas une lune, c'est une planète, mais c'est exactement le même principe. Là, Vénus n'émet pas de lumière. C'est vraiment le Soleil qui émet de la lumière frappe la surface de Vénus, ça rebondit, puis ça arrive jusque dans nos yeux. Fait qu'on peut observer exactement l'équivalent comme les phases de la Lune, mais pour Vénus. On appelle ça les phases de Vénus. Okay? Et quel genre de phase on peut voir? Ben, ça dépend de comment les objets sont placés l'un par rapport aux autres, puis bon, leur orientation par rapport au Soleil, parce qu'on sait que la face de l'objet, qui est la moitié de l'objet qui est face au Soleil va toujours être parfaitement éclairée, et l'autre moitié va projeter une ombre là, dans l'espace. Puis là, pour une fois, là, les deux modèles avaient des prédictions différentes, parce que dans le modèle de Ptolémée, qui est celui qui est à gauche ici, ben on voit que si la Terre est au centre, puis que Vénus là, tourne sur son épicycle, qui lui-même tourne autour d'un déférent, ben ça va toujours être à peu près la même face de Vénus qui va être éclairée, en tout cas toujours la partie qui est à droite. Donc nous, quand on va regarder les phases de Vénus, on va toujours voir presque Vénus complètement sombre, et juste une fois de temps en temps, on va voir comme des petits bouts de Vénus là, qui sont éclairés. Okay. Alors que dans le modèle de Copernic, c'était ça ici. Donc si Vénus était en orbite autour du Soleil, mais plus proche du Soleil que nous, puis que nous on était en orbite, mais plus loin. Donc là, on allait pouvoir potentiellement avoir accès à toutes les phases. Donc on allait pouvoir voir beaucoup plus de quelque chose de beaucoup plus de diversité que ce qu'on avait ici. Et entre autres, il y avait même des phases où on voyait Vénus là, presque 100% pleine. On prend un peu l'équivalent de la pleine Lune, on pourrait appeler ça la pleine Vénus. Et ce genre de phase-là, même des moitiés, là, la demi-Vénus, même ces phases qui sont là, théoriquement, c'était observable dans le modèle de Copernic, mais c'était pas observable dans le modèle de Ptolémée. Donc ça, c'est juste des modèles, okay, la théorie. Puis en pratique, quand on observe vraiment la planète Vénus à différents moments, ben on voyait quelque chose comme ça. Donc ça, c'est des vraies images, observationnelles, des vraies photos d'observation avec des télescopes. Donc on voit que ça arrive justement là de voir des moments où ce que Vénus est presque entièrement éclairée. Okay? Ces genres d'observations-là, c'est impossible dans le modèle de Ptolémée. Okay? Fait que juste le fait d'observer ces genres de phases-là au télescope, là, ça vient prouver que le modèle de Ptolémée il est pas bon. Ça vient pas dire que le modèle de Copernic est bon. Ça vient juste dire que le modèle de Ptolémée il est pas bon. Okay? Puis, c'est ça. Fait que malgré le fait qu'on avait trouvé ça, vous allez voir même qu'on verra dans un prochain cours, il y a des gens qui ont quand même continué de penser que la Terre était au centre. En fait, ce que ça venait prouver, cette observation-là, ça venait juste prouver que Vénus tournait autour du Soleil. C'est juste ça que ça venait prouver. Okay? Mais ça venait pas prouver que la Terre tournait autour du Soleil. À la limite, là, la Terre aurait pu être au centre. Le Soleil tourne autour de la Terre, puis Vénus tourne autour du Soleil. D'ailleurs, il y a même un monsieur qu'on verra dans une prochaine section là, qui s'appelle Tycho Brahe, qui pensait ça. Okay? Fait que c'était comme si vraiment là, il était
convaincu là, que la Terre était immobile puis que tout le restant tournait autour, qui a comme inventé une espèce de modèle bizarre là, qui s'appelle le modèle de Tycho Brahe, qui n'a pas vraiment été très très populaire. Mais en tout cas, je m'éloigne un petit peu de tout ça pour dire que déjà quand Galilée a observé ça, ça venait montrer que le modèle de Ptolémée était pas bon. Ça n'a pas prouvé que Copernic était bon, mais ça venait au moins montrer, ça remettait beaucoup là, en doute, là, sérieusement en doute le modèle de Ptolémée. Okay. Puis une autre chose aussi que Galilée a observé, c'est peut-être un peu moins tranchant comme argument, là, mais ce qu'il a observé, c'est que en regardant comme il faut, par exemple, la surface du Soleil ou la surface de la Lune, ben on se rend compte que c'était pas des objets qui étaient parfaits. C'était pas des sphères parfaites. Parce que rappelez-vous, à cette époque-là, c'était encore un peu le côté mystérieux, le côté religieux, le côté mystique là, qui prédominait. Puis les gens étaient encore un peu dans l'idée que les astréens c'était des espèces de forces divines ou des représentations des dieux. Puis que pour cette raison-là, ils pensaient que les objets célestes étaient des objets qui étaient parfaits. Dans le sens que les gens pensaient comme ça que le soleil et la lune devaient être des sphères parfaites. Il y en a même qui pensaient que c'était des espèces de sphères de cristal, avec aucun défaut, toutes uniformes, toutes parfaitement lisses. Okay? Sans aucune irrégularité, tout ça. Puis quand Galilée a observé justement le soleil et la lune avec des lunettes astronomiques, il a remarqué que ni l'un ni l'autre de ces objets-là était parfait. Le soleil, par exemple, il y a des petites zones là, un peu irrégulières qui s'appellent des taches solaires. On en parlera plus dans un prochain cours. Mais, fait que c'est ça, c'est pas parfait. Puis la Lune, même affaire, quand on la regarde avec un télescope, on voit que sa surface, là, il y a plein de cratères, il y a plein de trous, il y a des petites montagnes, il y a des petites vallées, il y a beaucoup d'irrégularités. Okay? Donc, ça venait pas prouver rien, mais ça venait juste montrer que le Soleil puis la Lune, et ainsi que probablement les autres planètes, c'était pas des objets qui étaient parfaits, c'était pas des objets divins, c'était pas comme la perfection divine ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste, tu sais, des objets là, concrets, là, qui avaient certaines imperfections. Donc ça venait juste un peu détruire l'idée là, comme de quoi que le système solaire devait être tout beau, tout parfait. Puis pourquoi c'est important ça? C'est que à cette époque-là, le clergé, là, les gens d'église étaient comme beaucoup plus influents que les scientifiques. Et c'est un petit peu eux qui faisaient l'éducation. Donc il y a beaucoup plus de gens, par exemple, qui allaient à la messe, puis tu sais, comme qui recevaient l'enseignement, en fait, là, des gens d'église. Puis les gens d'église étaient très religieux, évidemment, puis ce qu'ils disaient en tout cas dans la religion chrétienne, c'est que ils disaient, bon, Dieu a créé la terre, puis il a créé l'homme à son image pour que les humains habitent sur la terre en paix et en harmonie et tout ça. Donc, comme l'histoire biblique, là, ben c'était comme ça fitait que la planète Terre soit au centre de l'univers, parce que c'était vraiment là, les humains, la Terre, c'était comme la création ultime de Dieu, c'était comme la création la plus importante, tout ça, c'est pour ça que l'homme est à l'image de Dieu, et ainsi de suite. Donc c'était comme bien important là, dans la Bible, puis pour les prêtres, les curés, tout ça, que la planète Terre soit vraiment au centre de l'univers, parce que c'était comme le point central là, de la création de Dieu. Puis là, il y avait Copernic qui est arrivé puis qui disait non, moi je pense que dans mon modèle, c'est le soleil qui est au centre, puis la Terre serait juste comme un vulgaire morceau de roche en train de tourner là autour du soleil. Donc ça fonctionnait pas vraiment avec les idées que les gens de l'Église se faisaient de notre système. Okay. Puis bref, en tout cas, c'est drôle un peu dans l'histoire parce que finalement là, tu sais, Copernic, quand il a écrit son livre pour expliquer son modèle, était obligé comme d'ajouter une espèce de préface au début de son livre pour expliquer que le modèle qu'il présentait dans son livre, c'était pas vraiment le vrai modèle, c'était pas vraiment ça la réalité, c'est juste comme une espèce de truc mathématique pour simplifier les calculs, puis c'est comme simplifier un petit peu la compréhension, mais que c'était pas ça la réalité, que la réalité c'était quand même là, que la Terre est au centre. C'est comme si les gens étaient comme pas prêts encore à accepter ou à entendre le fait que la Terre était pas au centre, mais que c'était vraiment le Soleil qui était au centre, puis que la Terre c'était juste une planète qui était pas spéciale, qui était juste comme les autres planètes, qui tournait autour du Soleil comme les autres, était pas au centre, était pas particulière, était pas spéciale, était juste bien ordinaire, comme toutes les autres planètes. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait un peu le tour là, de l'histoire, en tout cas du modèle de Copernic. Fait que ça vous montre un petit peu comment les idées ont évolué. Puis à la section S04, on va poursuivre un petit peu là, dans cette veine-là. On va voir un peu comment les gens ont réalisé tranquillement que les orbites
des planètes, c'était pas des cercles parfaits, mais c'était plutôt des ellipses. Okay? Fait que ça va continuer un petit peu dans cette histoire-là là, de la compréhension des trajectoires des planètes là, dans le système solaire. Okay. Et pour finir la section S03, il reste une petite partie de matière à voir. C'est les équations qui étaient présentées dans le complément là, à la fin là, de la section. Et ce sont ces deux équations-là que j'ai réécrites ici, qui sont écrites aussi sur votre feuille de formule. Donc, c'est des équations qui font le lien entre les différentes périodes de rotation, là, dans les différentes périodes qu'on a avec les planètes dans le système solaire. Il y a deux sortes de périodes dans ces équations-là. Il y a les périodes qu'on appelle les périodes sidérales et il y a les périodes qu'on appelle la période qu'on appelle la période synodique. Okay? Fait que c'est sûr qu'avant de se lancer dans les équations, moi je vais juste vous expliquer d'où viennent ces équations-là, comment on peut les retrouver, mais c'est sûr qu'avant de se lancer dans les équations puis dans les raisonnements, il faut bien comprendre c'est quoi la différence là, entre la période sidérale puis la période synodique d'une planète. Okay. Premièrement, c'est pas le même symbole qui est utilisé. Le symbole qu'on va utiliser dans les équations pour la période sidérale, c'est le symbole T. Et pour la période synodique, ça va être le symbole S. Okay. La période sidérale, on l'appelle T. Pourquoi on l'appelle T? Parce que le T majuscule, c'est généralement le symbole qu'on utilise quand on parle de la période de rotation d'un objet autour d'un autre. Si vous avez déjà fait le cours là, de physique en YA ou de physique en YB, là, ça arrivait souvent qu'il y avait des objets qui étaient en orbite autour de quelque chose, puis on disait que la période, on l'appelait T. Okay. On disait par exemple là, que la vitesse d'un objet, c'est 2πr sur T. Okay. Donc la période qu'on utilisait souvent, c'était la lettre T majuscule. Donc en astronomie et astrophysique, la période T, c'est ce qu'on appelle la période sidérale. Donc la période sidérale, c'est le temps que prend une planète pour effectuer un tour complet de son étoile, une circonférence, là, une orbite complète, un tour complet. Fait que si vous avez le Soleil qui est ici, par exemple, la planète Terre, ben elle, faire un tour complet autour du Soleil, ça correspond à 1 an. Donc ça lui prend 1 an, 365 jours. Et ça, c'est la période sidérale de la planète Terre. Fait que la période sidérale de la Terre, c'est 1 an. Okay. Ou 365 jours, peu importe quelles unités vous utilisez, mais c'est ça, c'est 1 an. Okay. Et dans le fond, on a conservé la lettre T parce que c'est ce qui ressemble le plus à ce que vous voyez dans les autres cours de physique. Okay. La période T, normalement, c'est tout le temps la période que ça prend pour faire un tour complet ou une rotation complète. Ben, en astrophysique, c'est ça aussi. La période T, c'est le temps que ça prend à la planète pour faire un tour complet de son étoile. Okay. Et pourquoi ça s'appelle la période sidérale? C'est parce que le mot sidéral, c'est un adjectif, et c'est un adjectif qui signifie par rapport aux étoiles. Okay. Vous avez peut-être déjà entendu le mot là, quand vous écoutez des films de science-fiction, si on dit des fois, là, on parle des fois de l'espace intersidéral. Si on dit un vaisseau spatial est en train de voyager dans l'espace intersidéral, ben c'est ça, intersidéral, ça veut dire entre les étoiles. Donc c'est vraiment là, le mot sidéral, ça fait référence aux étoiles. Fait que la période sidérale d'une planète, ben c'est la période de la planète par rapport à son étoile. C'est le temps qu'elle prend pour faire le tour de son étoile. Okay. Fait que ça s'appelle la période sidérale. Et la période synodique, c'est ça qui est un petit peu spécial, qui est un petit peu difficile à comprendre. On l'a appelé S, parce que, bon, synodique, ça commençait par S. Okay. Et la période synodique, ben, premièrement, c'est une période. Donc, c'est un intervalle de temps. C'est un nombre de secondes, par exemple. Okay. Et c'est le temps qui s'écoule entre deux configurations successives. Okay. Quand on parle de configuration, là, on parle des configurations là, telles qu'observées par les Mésopotamiens. Ce qu'on a vu là, dans la section précédente, dans la vidéo précédente, là, le S03A, la conjonction, quadrature, opposition. Donc ça, c'est des configurations. Quand on dit aujourd'hui, je sais pas, Mars est en conjonction. Ça, c'est ce genre de configuration-là dont on parle. Donc si on observe une planète, par exemple la planète Mars, okay, on va la voir passer par différentes configuration. Des fois, elle va être en conjonction, des fois, elle va être en quadrature, des fois, elle va être en opposition. Mais si on chronomètre, on regarde là, combien de temps va s'écouler entre deux configurations successives de la planète. Par exemple, si on dit, OK, aujourd'hui, Mars est en quadrature. Ça va prendre combien de temps pour que Mars redevienne à nouveau en quadrature? Le temps qui va s'écouler entre ces deux événements-là, c'est ce qu'on va appeler la période synodique.
Okay. Là, j'ai dit quadrature, mais ça peut être n'importe quoi, mais il faut que ce soit deux configurations pareilles. Fait qu'on aurait pu dire là, le temps qui s'écoule entre deux conjonctions de la planète Mars, ou le temps qui s'écoule entre deux quadratures, ou le temps qui s'écoule entre deux oppositions. Okay. Fait que c'est pas vraiment important quelle configuration, mais c'est le temps qui s'écoule entre deux configurations pareilles, successives. Okay. Fait que comment on en vient à ces formules-là? C'est ce que je vais vous montrer là maintenant. J'ai préparé comme une série de petites questions qu'on peut se poser. Puis si on répond à toutes ces petites questions-là successivement, vous allez voir que le raisonnement va comme juste apparaître par lui-même. Puis à la fin, il y a un petit peu d'algèbre pour mettre... il y a des petits trucs qui vont simplifier. Et on va obtenir les formules qu'on a ici. Il faut juste dire que ces formules-là, vous voyez, il y en a deux formules qui se ressemblent beaucoup. En fait, c'est juste que les deux termes ici sont inversés. Là. Vous voyez, entre les deux versions de la formule, c'est juste une inversion de ces deux termes-là. Il y a une version pour quand on regarde une planète qu'on appelle une planète supérieure, et il y a une deuxième version quand on regarde une planète qui est inférieure. Et vous allez comprendre pourquoi quand on va faire le raisonnement. Donc c'est ce qui était dit ici, il y a deux formules. Donc l'exemple qui est fait dans le livre, c'est que on a pris la planète Jupiter pour faire l'exemple. Okay? Donc on imagine là, un intervalle de temps qui s'écoule qui correspond exactement à une période synodique. Okay? Parce que quand on commence à chronométrer le temps, c'est dans la situation où la Terre est là, puis Jupiter est là. Donc, dans cette configuration-là, ça c'est une configuration particulière qui s'appelle l'opposition, parce que la ligne là, Terre-Soleil et Terre-Jupiter forment un angle de 180 degrés, ça s'appelle l'opposition. Okay. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser le temps s'écouler. Fait que c'est sûr que les planètes vont se déplacer, la Terre va tourner autour du Soleil, Jupiter aussi, puis on va regarder ça va prendre combien de temps pour atteindre une deuxième fois la même configuration, donc qui est l'opposition. Fait que vous voyez, quand on va arriver ici à la position finale, la Terre va être là, Jupiter va être là, et là, vous voyez qu'encore une fois, si on trace la ligne Terre-Soleil et Terre-Jupiter, ces deux lignes qui sont séparées par un angle de 180 degrés, donc c'est encore une opposition. Okay. Puis la période synodique, c'est exactement ça, la définition, c'est le temps qui s'écoule entre deux configurations successives. Fait que le temps qui va s'écouler entre la première opposition et la deuxième opposition, par définition, c'est ce qu'on va appeler la période synodique. Okay. Et vous allez voir qu'il y a moyen de relier ça aux périodes sidérales de chacune de ces deux planètes-là. Fait que juste pour être sûr qu'on comprend bien, là, ce que vous voyez ici en pointillé, c'est la trajectoire que la planète a faite entre le point initial, qui est la première opposition, et le point final, qui est la deuxième opposition. Donc on voit qu'est-ce qui s'est passé entre le point initial et le point final. Ben, la planète Terre, elle a eu le temps de faire un tour complet autour du Soleil, plus ce petit bout-là, puis là, elle est rendue ici. Ben, elle est rendue là. Okay. Et Jupiter, elle, ce qui arrive, c'est qu'elle est plus loin. Le rayon de son orbite autour du Soleil est plus grand, et elle tourne moins vite. Okay, les planètes qui sont plus loin tournent moins vite. Fait qu'elle, pendant que la Terre a eu le temps de faire un tour complet plus ce petit morceau-là, Jupiter, elle a juste eu le temps de faire ce petit angle-là. Okay. Okay. Fait que je fais une mini-animation, là, fait que juste pour être sûr. Là, fait qu'on commence comme ça. Les deux planètes sont en opposition. Ben, Jupiter est en opposition. On laisse le temps s'écouler. La Terre a eu le temps de faire un tour complet plus un certain angle. Et Jupiter, elle a juste eu le temps de parcourir l'angle θ parce qu'on arrive à un deuxième moment où les deux planètes sont en opposition. Okay. Et là, par définition, si on veut juste mettre les variables en place, là, comment on appelle, c'est quoi la variable qui correspond au temps que prend la Terre pour faire un tour complet du Soleil? Ben, on l'a dit tout à l'heure, le temps que ça prend une planète pour faire le tour de son étoile, c'est ce qu'on appelle la période sidérale. Donc ça ici, on appellerait ça la période sidérale de la Terre, qu'on va appeler ça TT, T indice T, là, le T qui est en indice, c'est pour signifier la planète Terre. Okay. Et un peu de la même façon, le temps que la planète prend pour faire un tour complet du Soleil, donc le temps que la planète Jupiter va prendre pour faire un tour du Soleil, ben ça, par définition, ça va être la période sidérale de la planète, qu'on va appeler TP. Dans l'exemple, c'est Jupiter, mais ça pourrait être n'importe quelle planète, fait qu'on va appeler ça P, l'indice P pour planète. Okay. Puis, le temps entre les deux configurations successives, donc le temps qui va s'écouler entre la première opposition et la deuxième opposition. On ne sait pas encore c'est quoi, on va le calculer, on va faire des calculs algébriques pour le trouver, mais par définition, c'est ce qu'on appelle la période synodique, là, qui s'appelle S. Donc, le temps qui s'écoule entre le début et la fin de cette trajectoire-là, de cette animation-là. Okay. Maintenant, si on voulait écrire là,
c'est quoi la vitesse de la Terre autour du Soleil, mais la vitesse comme angulaire, là, en nombre de degrés par seconde. Okay, fait que la Terre, on sait qu'elle va tourner comme ça autour du Soleil, fait qu'elle parcourt un certain nombre de degrés, mais à chaque seconde, elle parcourt combien de degrés? Okay. On ne connaît pas le chiffre exact, mais si on le fait juste par algèbre, là, on pourrait écrire que la vitesse de la Terre sur son orbite autour du Soleil, c'est égal à 360 degrés sur TT. Parce que TT, c'est la période sidérale de la planète Terre. C'est le temps qu'elle prend pour faire un tour complet du Soleil. Fait qu'on sait que quand elle va faire un tour complet, elle va avoir parcouru 360 degrés. Donc, si on dit 360 degrés divisé par la période, si on imagine que la période, elle serait en secondes, par exemple, ça ferait des, en système international, des degrés par seconde. Okay. Alors que la vitesse de la planète en orbite autour du Soleil, ben, ce serait l'équivalent. Ce serait 360 degrés divisé par TP. TP étant la période sidérale de la planète. Okay. Donc, jusque-là, ça va bien. C'est là que ça se complique un petit peu. Comment on pourrait faire pour écrire là, avec les variables qu'on a énumérées tout à l'heure? Fait qu'on a dit là, on a la variable TT, on a la variable TP, puis là on vient de parler de la période synodique. On n'a pas vraiment d'autres variables que ça. Puis juste en faisant une espèce de combinaison, si vous voulez, de ces variables-là, est-ce qu'on pourrait écrire une expression algébrique là, qui correspondrait au temps requis par la planète Terre pour parcourir l'angle θ? Donc, je rappelle, là, la planète Terre ici, elle a, entre le début puis la fin là, de l'événement, si on peut dire, là, entre les deux oppositions, la Terre, vous voyez, elle a eu le temps de parcourir un tour complet plus l'angle θ. Okay. Puis, c'est quoi le temps que ça y prendrait à la Terre pour parcourir juste l'angle θ? Comment on pourrait l'écrire là, avec une combinaison de ces variables-là? Ben, si on y réfléchit, on va voir que ça correspond à la différence entre la période synodique et la période sidérale. Parce que la période synodique, c'est tout le temps qui s'est écoulé entre l'instant initial puis l'instant final. Donc, dans la période synodique, la Terre a eu le temps de faire un tour complet plus l'angle θ. Okay? Mais juste faire un tour complet, ça y prend la période TT. Fait que si on fait S moins TT, ça va nous donner juste comme le temps que la Terre aurait pris pour parcourir l'angle θ. Okay. Et si on connaît ça, si on sait que la Terre allait à une certaine vitesse, qu'on a écrite ici, et que elle va aller à cette vitesse-là pendant ce temps-là, puis quand elle va à cette vitesse-là pendant ce temps-là, elle va parcourir un angle qui est égal à θ. On peut dire que on peut écrire une équation algébrique pour θ, parce que θ c'est la vitesse fois le temps. Donc la vitesse, c'est ça ici. Le temps, ça va être ça. Donc, on peut dire que l'angle θ, c'est égal à 360 degrés sur TT fois S moins TT. Okay? Donc là, on vient d'écrire une première équation qui est correcte, qui est valable, qui représente l'angle θ qu'on a ici sur notre schéma. Maintenant, on va faire exactement la même chose, mais en utilisant plutôt la planète Jupiter que la planète Terre. Okay, fait qu'on a dit tout à l'heure que la vitesse de la planète Jupiter sur son orbite, là, en degrés par seconde, c'était 360 degrés sur TP. Et cette fois-ci, le temps requis par la planète Jupiter pour parcourir l'angle θ, ça va être quoi? Ben elle, la planète Jupiter, elle a pas fait un tour complet, là, plus l'angle, elle a juste eu le temps de parcourir l'angle θ. Donc, entre la configuration initiale et la configuration finale, Jupiter, elle s'est juste déplacée là, de l'angle θ. Ni plus, sans plus, sans moins. Okay. Puis combien de temps dure cet événement-là? Ben, c'est le temps qui s'écoule entre nos deux oppositions. Donc, par définition, on a dit tout à l'heure que c'était la période synodique. Donc, directement, sans faire d'équation ou de soustraction, de multiplication, rien de ça, là, directement, le temps que ça prend la planète Jupiter pour parcourir l'angle θ, c'est égal au temps qui est la période synodique. Okay. Et là, on fait comme tantôt. On peut dire que l'angle θ correspond à la vitesse à laquelle la planète se déplace, multiplié par le temps que ça lui prend pour franchir cet angle-là. Donc, si on écrit ça, on vient de trouver comme une deuxième équation qui est correcte, qui est valable, qui est bonne, pour exprimer l'angle θ. C'est pas la même équation que tout à l'heure. L'équation qu'on avait trouvée ici, l'équation qu'on avait trouvée tout à l'heure, c'est en se basant plus avec la planète Terre. Et l'équation qu'on vient de trouver ici, c'est une version de l'équation qui est bonne, qui est différente, mais qui est tout aussi bonne, mais qui a été plus obtenue en se basant sur la planète Jupiter. Okay. Mais l'angle θ, c'est le même angle, évidemment, dans les deux cas.
Okay? Donc, ce qu'on peut faire, c'est que c'est juste un petit peu d'algèbre. C'est qu'on prend les deux équations qu'on vient d'obtenir et on les fait égaler ensemble. Parce que si θ égale ça, puis que θ égale ça, ça veut dire que ça égale à ça. Ce que j'ai écrit ici. Et à partir de là, il y a juste de l'algèbre. Okay? Fait qu'on peut, par exemple, annuler 360 degrés de chaque côté. Ça va donner ça comme ça. Ici, on peut diviser en deux fractions. Ça va donner S sur TT moins TT sur TT. Mais TT sur TT, ça vaut 1. Fait que S sur TT moins 1 égale à S sur TP. Là, on fait juste changer les termes de côté. Le terme moins 1, on l'amène à droite de l'égalité, il va devenir plus 1. Et le terme S sur TP, on le change de côté, il va devenir négatif. Okay. Là, on se retrouve à avoir deux termes qui ont S au numérateur. Parfait, on met S en évidence, on fait une mise en évidence simple. Ça va être S fois 1 sur TT moins 1 sur TP est égal à 1. Et là, ben, on divise de deux côtés par S et on obtient notre équation, là, 1 sur S est égal à 1 sur TT moins 1 sur TP. Okay. Cette équation-là, c'est l'équation qui est valide là, pour une planète supérieure. Okay. C'est pas étonnant parce que quand on a fait notre démonstration, on a imaginé qu'on avait la Terre et la planète Jupiter. On a fait nos raisonnements en fonction de ça. Et Jupiter, effectivement, c'est une planète qui est extérieure, ou en tout cas une planète supérieure. C'est une planète qui est en orbite, qui est un rayon d'orbite plus grand que le rayon d'orbite de la Terre autour du Soleil. Okay. Je ferai pas l'autre version ici, là, mais je veux dire, on pourrait faire exactement le même raisonnement que ça, en supposant maintenant que la Terre est ici, plus à l'extérieur, et que la planète qui est ici aurait un rayon d'orbite plus petit. Fait que dans le fond, il y aurait juste deux possibilités. Ça pourrait être soit Mercure, soit Vénus. C'est les deux seules planètes qui sont plus près du Soleil que la planète Terre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait faire exactement le même raisonnement. Okay, on dira, mettons, Mercure, il prend combien de temps à franchir cet angle-là, tout ça. On obtiendrait les mêmes choses. C'est juste que la Terre, en fait, le rôle de la Terre et de la planète aurait juste été interversé. Okay, c'est la Terre qui serait l'objet le plus loin dans ce problème-là, et la planète serait l'objet qui serait plus au centre. Okay. Fait que ce que ça ferait, c'est pas vraiment compliqué, ça ferait juste interchanger là, le rôle de la planète et de la Terre. Et c'est pour ça que dans la version de l'équation qu'on doit utiliser pour les planètes inférieures, ben c'est exactement la même équation, juste que les deux termes ici là, pour la planète et pour la Terre ont changé, tout simplement. Okay. Voilà, fait que je vais vous montrer ces équations-là viennent de où. Okay. Ça les a juste démontré là. On les a juste démontrés. Okay. Maintenant, juste en terminant, je vais vous laisser là-dessus. Fait que ça va être sur YouTube, fait que vous allez avoir la vidéo. Okay. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste fait juste pour vérifier que les équations fonctionnent. Fait que j'ai inventé un système. C'est pas le système solaire, ça pourrait être un système extraterrestre, ça c'est pas vraiment important. Donc, il y a une étoile centrale, et il y a trois planètes, on va dire, en orbite autour de cette étoile-là. Et comme c'est le cas dans la vraie vie, là, les planètes qui sont plus proches du Soleil vont tourner plus rapidement, ça va leur prendre moins de temps à faire un tour, alors que les planètes qui sont plus loin, ça va leur prendre un petit peu plus de temps. Fait que ça présente quand même bien un bon système. Okay? Puis là, imaginez que vous êtes sur ce système-là, puis mettons, vous habitez sur la planète bleue. Okay? Fait que vous êtes des êtres intelligents, là, une race extraterrestre intelligente qui habite sur la planète bleue, et elle regarde les deux autres planètes, la planète verte ou la planète rouge. Puis ils peuvent mesurer les angles, ils peuvent mesurer l'élongation maximale, ces choses-là, les configurations aussi, là, les oppositions, conjonctions, tout ça. Puis dans le fond, c'est juste de le tester, voir si ça fonctionne, ces équations-là. Okay. Donc ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est que ça vous prend juste quelque chose pour mesurer du temps. Okay, par exemple, vous pouvez avoir si vous avez un petit chronomètre sur votre cellulaire, c'est parfait. Puis dans le fond, fait que ça, imaginez que vous êtes sur la planète, un peu l'équivalent de la planète Terre, la planète bleue qui est ici. Okay? Puis chronométrer directement là, ces équations-là pour voir si ça fonctionne. Okay? Mettons la planète supérieure. Okay? Ben juste pour vérifier que ça fonctionne, c'est qu'avec un chronomètre, vous allez mesurer ces trois affaires-là. Okay. Fait qu'il y en a que c'est facile à mesurer, les périodes synodiques, c'est facile les périodes sidérales, pardon, les T majuscules, c'est facile à mesurer. TT, c'est le temps que la Terre prend pour faire un tour complet. Fait que essayez-le, vous allez voir, ça va fonctionner. Prenez votre cellulaire, faites juste, mettons, chronométrer, là, ça prend combien de temps pour que la Terre fasse un tour complet. Vous devez aussi chronométrer, c'est quoi le temps pour que la planète fasse un tour complet. Donc, mettons que là, on est dans la version là, avec la planète supérieure, fait qu'on s'intéresse à la planète verte qui est ici. Chronométrer, juste avec votre cellulaire, ça prend combien de temps
que la planète fasse un tour complet. Ça, c'est la variable TP. Fait que les deux variables, là, TS et TP, sont très faciles à calculer. Juste le temps que les planètes font pour faire le tour du Soleil. Ce qui est un petit peu plus difficile à calculer, c'est la période synodique. Okay? Pour pas la calculer, mais la mesurer. Pour la mesurer expérimentalement, comment on peut faire? Ben, on se rappelle que c'est l'intervalle de temps qui s'écoule entre deux configurations successives là, de la planète. Fait que regardez la planète verte, là, une configuration qui est quand même assez facile à repérer, c'est l'opposition. Quand la planète bleue là, arrive, là, comme quand les trois planètes sont alignées selon une ligne, là, ça s'en vient, il va y avoir une opposition là, maintenant. Okay. On avait la ligne là, Terre-Soleil et Terre-Planète qui forment un angle de 180 degrés. Fait que dans le fond, quand vous voyez, mettons, une opposition, vous commencez à partir de votre chronomètre, puis vous regardez, ça prend combien de temps jusqu'à temps d'obtenir une deuxième opposition. Là, vous voyez, il y en a une qui s'en vient. Quand la planète bleue va passer, là, ça s'en vient environ maintenant. Ok, là, il y a une opposition parce que la ligne Terre-Soleil, Terre-Planète, ça forme un angle de 180 degrés. Donc, fait que ça fait que vous allez pouvoir juste chronométrer ces trois affaires-là. Et une fois que vous les aurez chronométrés, les trois trucs séparément, ben, faites juste les rentrer dans l'équation. Regardez si ça fonctionne. Regardez là, si c'est vrai que calculer 1 sur S, ça donne quoi? Calculer 1 sur TT moins 1 sur TP, ça donne quoi? Puis regardez, est-ce que les deux chiffres se ressemblent? Si vous chronométrez ça comme il faut, c'est sûr que vous n'aurez pas de problème, ça va fonctionner. Ça ne donnera pas peut-être exactement la même chose, mais ça va donner la même chose à 1% près ou 2% près. Donc ça va juste vous prouver que ça fonctionne. Vous pourriez refaire le même exercice aussi en utilisant cette fois-ci la planète rouge qui serait considérée comme une planète inférieure, parce que ce serait une planète qui a un rayon d'orbite plus petit que la planète à partir de laquelle vous faites les observations. Okay. Donc, ça, il est là encore une fois, ça va fonctionner. Les périodes T sont faciles à mesurer. Période S, cette fois-ci, peut-être le plus facile, c'est de prendre quand la planète ici va être en conjonction. Donc, quand la ligne là, Terre-Soleil, Terre-Planète donne un angle de 0 degré. Comme là, vous voyez, il y en a une qui s'en vient de conjonction, à peu près maintenant. Qu'il avait la ligne Terre-Soleil, Terre-Planète forme un angle de 0 degré. Fait qu'en tout cas, vous pouvez vous y prendre comme vous voulez. Mais essayez-le, ça vaut la peine. Vous allez voir que ça fonctionne. Okay? Puis ça vous rappelle aussi que quand vous avez une situation concrète comme ça, avant de se lancer là, dans une formule, dire ah oui, je vais prendre une formule, je vais calculer, ben assurez-vous que vous utilisez la bonne formule. Okay? Est-ce que vous êtes en train de, mettons, vous êtes sur une planète en orbite autour d'une étoile, est-ce que vous êtes en train d'observer une planète qui est intérieure, donc un rayon d'orbite plus petit que le vôtre? Si c'est le cas, il faut prendre l'équation de la planète inférieure. Mais si vous êtes en train d'observer une planète qui a un rayon d'orbite plus grand que le rayon d'orbite de votre planète à vous, ben là, vous devez utiliser l'équation pour la planète supérieure. Okay. En passant, dans ces équations-là, quand vous les utilisez, comme il n'y a pas de constante, comme il n'y a pas c'est vraiment juste comme un rapport de chiffres, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de toujours nécessairement convertir là, les trucs dans les unités du système international. Donc, je sais que des périodes, ce sont des temps, là, mais vous n'êtes pas obligé de tout convertir en secondes. Okay. Ce qui est important quand vous utilisez cette équation-là, ou celle-ci, ça revient au même, c'est qu'il faut juste que vos trois variables soient dans les mêmes unités. Okay. Fait que si vous décidez que, je sais pas, mettons vos périodes synodiques, vous les mesurer en années, ben si vous faites ce calcul-là, puis que les deux périodes sont en années, c'est sûr que la réponse que ça va vous donner dans votre calculatrice, là, votre période S, elle va être aussi dans les mêmes unités que vous avez utilisées. Okay. Fait que c'est pas grave les unités que vous voulez utiliser, mais il faut juste que ce soit les mêmes unités partout. Fait que soit vous dites, là, je vais mettre tous mes temps en secondes, ou tous mes temps en années, ou tous mes temps en jours, ou tous mes temps en semaines, peu importe. C'est sûr, le plus simple des fois, c'est de le faire en années, ou en secondes, dépendamment des données qu'on nous donne dans notre énoncé. Mais c'est ça. Fait que c'est pas, il n'y a pas comme une unité que vous êtes obligé d'utiliser pour faire ces formules-là. Mais ce qui est important, c'est de rester cohérent. Il faut que les trois unités soient les mêmes. C'est sûr que si vous dites, OK, moi je vais mettre la période ici en secondes, cette période-là en années, ben là, ça marchera pas. Il faut que ce soit les mêmes unités que vous utilisiez partout. Okay. Mais voilà pour la section S03. Donc, c'est ça. Fait que ça a fait, on a parlé un petit peu plus du modèle de Copernic dans celle-ci. Fait que ça a fait un peu le lien avec ce qu'on avait vu là précédemment. Puis comme je disais dans la section S04, on va continuer un peu à voir là, ce qui est arrivé avec les modèles là, du système solaire. Et ce qui va arriver, c'est qu'on va comprendre entre autres dans la section S04 que les orbites, c'était des orbites elliptiques et non des orbites qui étaient des cercles parfaits. Donc voilà, bonne journée, à la prochaine!